Le sujet de la réutilisation des eaux non conventionnelles, effectivement, c'est une solution pour économiser l'eau potable. Nous allons l'évoquer avec Clotilde d'Argentré, vous pouvez l'applaudir, chef de projet environnement et filière à l'Association bretonne des entreprises agroalimentaires. Elle va intervenir, alors seul petit changement de programme, on excuse Thomas Ferron qui n'a pu en dernière minute se joindre à nous. Donc on part sur une séquence de 15 minutes sur ce sujet. On commence donc évidemment avec Clotilde d'Argentré qui représente le réseau de l'agroalimentaire breton. Je le rappelle, c'est 200 sites et entreprises de toute taille et de toute filière. Vous êtes chef de projet environnement et filière. Vous animez en somme toutes les problématiques en lien avec les transitions environnementales. Vous animez une commission environnement aussi qui traite de ces sujets, qui réunit une trentaine d'entreprises. Alors tout d'abord Clotilde, pourquoi s'intéresser à l'eau et en particulier aux eaux non conventionnelles dans l'univers agroalimentaire? Bonjour Pierre, bonjour à tous. Donc effectivement, peut-être ça vous intrigue un peu qu'on parle du sujet de l'eau dans l'usine bas carbone, mais c'est vrai que nous on traite ce sujet de l'enjeu climatique d'un point de vue global. Et donc il y a effectivement l'axe énergétique, mais aussi l'axe de l'eau. Et donc je vais commencer par vous diffuser une toute petite vidéo d'un peu plus de 2 minutes pour vous présenter le contexte et vous montrer pourquoi en Bretagne, où parfois on se dit qu'on n'a pas de problème peut-être de quantité d'eau, en fait c'est une fausse idée qu'on se fait. Et donc l'eau, comme vous le savez tous, c'est indispensable dans l'agroalimentaire, notamment pour tout ce qui est sécurité sanitaire des produits. Donc je vous propose de regarder cette petite vidéo. Vous allez voir 3 personnes qui vont intervenir. Franck Barrère qui est un météorologue chez Météo France, Mélanie Bardot qui dirige le BRGM, donc un bureau de recherche sur les nappes phréatiques, et Olivier Clanchin, président de la laiterie Tribala-Noyal et qui est aussi le président de l'ABEA et qui va vous expliquer du coup pourquoi nous on travaille sur ce sujet de réutilisation des eaux non conventionnelles qu'on pense être une solution par rapport aux futurs problèmes de quantité d'eau. Alors, séquence vidéo, on lance le film. C'est parti. En Bretagne, il ne pleut que 2 fois par semaine. Une fois pendant 3 jours et une fois pendant 4 jours. Vous connaissez ce dicton ? La Bretagne et ses averses. C'est une association que l'on fait souvent. Pourtant, un nouveau venu pourrait mettre un terme à ce cliché, le changement climatique. Et c'est déjà le cas. L'augmentation des températures commence à se faire sentir, avec des épisodes de sécheresse de plus en plus rapprochés. En conséquence, la région pourrait venir à manquer d'eau potable d'ici 2040. Manquer d'eau en Bretagne? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Le simple fait que les températures augmentent pendant la période estivale, ça va augmenter l'évaporation de façon très sensible. Et donc, on anticipe pour 2040-2050 des problèmes potentiels de ressources en eau, avec une évaporation plus importante. Même si les pluies restent constantes, on aura plus d'évaporation, donc on aura forcément des tensions sur la ressource en eau, notamment pendant la période estivale. 2050, on aura peut-être pas une sécheresse tous les ans, mais tous les 2 ans ou tous les 3 ans, on sera en situation de sécheresse. Et les scénarios climatiques extrêmes pour 2100 montrent qu'on aurait pratiquement une sécheresse perpétuelle, c'est-à-dire on sera en état de sécheresse quasiment tous les ans en Bretagne à cause de l'élévation de température. On n'est pas passé loin finalement d'une rupture d'approvisionnement, là notamment en 2017, dans les Côtes-d'Armor par exemple. Certains producteurs d'eau, certains syndicats qui produisent l'eau aujourd'hui dans le réseau public, donc l'eau du robinet, ont vu en fait leurs réserves disponibles presque à la limite de la rupture. C'est-à-dire qu'ils ont vu qu'en termes de réserves disponibles, ils étaient pratiquement arrivés à la fin, avant même que les nouvelles pluies arrivent. C'est que cette logique de l'eau, ça devient un problème qui n'était pas identifié par le passé. Et on sait qu'on a des solutions aujourd'hui. Technologiquement, dans les pratiques, dans l'entreprise, on a capacité à recycler l'eau de manière assez importante, mais aujourd'hui c'est un problème réglementaire, on n'a pas le droit. Il y a une classification de l'eau potable qui ne permet pas, je dirais, d'utiliser des eaux de process filtrées et travaillées par l'industrie. Et donc là-dessus, l'ABEA a une mission et a travaillé sur cette thématique réuse. Et donc on a un mandat national et on souhaite véritablement pouvoir avoir une expérimentation pour pouvoir tester et trouver des solutions pour anticiper des problèmes d'eau qu'on aura demain et sur lesquels les acteurs économiques ont des leviers et des vraies actions possibles.
Voilà pour cette vidéo qui pose bien la problématique, 1, de la ressource et puis 2, du cadre réglementaire. On va explorer ces 2 points avec Clotilde. Alors d'abord, la ressource, il faut le dire, le sujet est vraiment d'actualité. Des arrêtés sécheresse ont été pris, ne serait-ce que sur les étés derniers, qui rendent compliqué l'exploitation agroalimentaire dans certaines régions. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on observe cette réalité du changement climatique. Et donc, effectivement, il y a des contraintes réglementaires qui se mettent en place, des arrêtés cadres sécheresse qu'on a vu arriver dans les 4 départements bretons, alors que ce n'était pas le cas auparavant, qui sont des documents réglementaires pour encadrer les prélèvements et pouvoir dire quand on atteint certains niveaux critiques, on oblige en fait les utilisateurs, alors tous les usagers, les agriculteurs, les particuliers par exemple pour leur piscine ou autres, les industriels à prélever moins. Donc nous on se dit, on ne veut pas subir cette solution, on est conscient du constat. Et donc on veut trouver des solutions et être force de proposition pour trouver d'autres sources d'eau et ne plus être dépendant exclusivement ou des forages ou de l'eau du réseau. Parce que agir dans le domaine des consommations, quelles qu'elles soient, on en parle souvent dans le monde de l'emballage, c'est la méthode des 3 R, réduire, recycler, réutiliser. Au fond, pourquoi s'angler sur la réutilisation? Alors en fait, ce que tu dis est tout à fait vrai. D'abord, c'est réduire. En fait, la réutilisation vient dans un second temps. Donc en fait, c'est effectivement d'abord faire la chasse à tous les gaspillages d'eau. Donc déjà, compter, en fait, savoir combien on consomme pour pouvoir ensuite faire des économies. Mais ensuite, si on veut aller plus loin et en termes de volume, si on veut être réellement économiser de l'eau potable et en laisser du coup pour d'autres usagers et se dire dans ce schéma où demain on va devoir tous les étés se poser la question de comment on se partage cette ressource qui est limitée. Il faut qu'on puisse faire des gains de volume conséquents. Et donc, c'est là où, en second temps, vient d'abord le recyclage interne et ensuite ce qu'on appelle la reuse, donc réutilisation. C'est-à-dire, en fait, nous, Alors, définition, ouais, effectivement, en fait, parce qu'il y a ce terme reuse, mais qu'est-ce que ça veut dire et concrètement, de quelles eaux on parle? Alors, effectivement, selon les personnes qui en parlent, on entend plein de définitions. Alors, nous, quand on parle de reuse, ce qu'on dit, c'est en fait, on va réutiliser des eaux non conventionnelles. Non conventionnelles, c'est-à-dire qui ne sont pas de l'eau issue d'une ressource naturelle. Elles en sont issues à la base, mais elles ont d'abord déjà eu une utilisation. Donc, soit c'est des eaux usées traitées, donc des eaux qui arrivent en station d'épuration de l'industriel qu'on retraite et qu'on peut réutiliser dans le process, qu'on peut aussi réutiliser en fait en amont avec des degrés de traitement qui vont dépendre de l'usage qu'on veut en faire. Et on a aussi un autre gisement d'eau dans l'industrie agroalimentaire qui est très important, c'est les eaux issues de la matière première, notamment en Bretagne dans l'industrie laitière, ce qu'on appelle les eaux de vache, donc les eaux issues du lait, qu'aujourd'hui on ne peut pas réutiliser à 100% alors que c'est un ingrédient à la base, en fait un coproduit du lait. Donc c'est vrai que nous, quand on parle de reuse, on veut défendre la réutilisation de ces 2 types d'eau. Et vous avez estimé donc 2,5 millions de mètres cubes d'eau potable qui pourraient être récupérés. C'est à quelle échelle? Alors en fait, on a voulu objectiver effectivement un peu de quoi on parle en termes de volume. Donc on a fait un sondage qui vaut juste valeur d'échantillon. C'est sur 28 sites industriels bretons. Et déjà, on est à l'équivalent de 800 piscines olympiques juste pour 28 sites. Donc ça vous laisse imaginer au niveau breton, au global et au niveau national, si la contrainte réglementaire dont je vais vous parler après a été levée, tout le potentiel des gains spectaculaires, effectivement. Et donc, vous l'avez indiqué, Olivier Clanchin aussi dans la vidéo, il y a un vrai frein réglementaire. Oui, alors, tout à déjà, fait. posons le décor, effectivement, de ce cadre réglementaire. Alors, je vous ai mis un schéma là qui est illisible pour vous montrer la complexité un petit peu de la réglementation. Donc effectivement, on dépend de 2 codes. Il y a le code de la santé publique, d'une part, qui définit ce que c'est l'eau potable. Et d'autre part, il y a le code de l'environnement. Et donc, on a dans le code de la santé publique une définition de qu'est-ce que c'est l'eau potable. Donc, c'est une eau issue du milieu naturel. Donc, les eaux non conventionnelles ne peuvent pas, déjà de base, c'est un premier frein, être considérées comme une eau potable. Quels que soient les niveaux de qualité. Parce qu'en fait, dans la directive eau potable, on doit atteindre un certain niveau de qualité. Nos eaux non conventionnelles, elles peuvent tout à fait, avec des traitements, atteindre ces niveaux de qualité. Mais comme elles ne sont pas issues du milieu naturel,
on ne peut pas les appeler des eaux potables et donc on n'a pas le droit de les utiliser en tant qu'eau potable dans l'industrie agroalimentaire. Et donc on a un deuxième point qui est en fait dans ce même code de la santé publique, l'article L 1322-14, qui donne une ouverture, parce que dans le droit européen, il y a cette possibilité d'utiliser des eaux non conventionnelles pour un usage en industrie agroalimentaire. Donc ça a été transcrit en droit français, et donc il est dit que en fait on peut utiliser des eaux non, entre guillemets non potables, enfin je ne sais plus l'expression exacte, mais entre guillemets donc dites non potables, parce qu'elles n'ont pas le droit à la définition de potable, mais en prouvant que leur qualité n'affecte pas la salubrité de la denrée alimentaire finale. Et donc en fait, en mettant en place une méthode d'analyse des risques et en montrant qu'on maîtrise les risques, on devrait pouvoir utiliser. Mais il est précisé à la fin de cet article, un décret précisera les modalités d'application. Et en fait, ce décret, nous, c'est ce qu'on appelle le décret fantôme, dans le cadre rouge en bas à gauche. C'est-à-dire que ça a été mis dans le code de la santé publique en 2017 et 5 ans après, ce décret n'existe toujours pas. Donc en fait, par précaution, en fait, quelque part, c'est possible en théorie, mais on observe que par précaution, les services de l'État, quand il y a des projets qui sont déposés par les industriels, préfèrent refuser parce que le cadre n'est pas précisé. Il y a un flou en fait réglementaire. Ça, c'est le code de la santé publique, et il y a le code de l'environnement qui lui est favorable, qui lui est favorable. Encourage en fait au développement de la réutilisation des eaux non conventionnelles. Donc en fait, on est dans un imbroglio. Voilà, et en fait, c'est important de bien le comprendre parce que tout le monde dit il y a un blocage réglementaire, mais en fait, il faut savoir quel est ce blocage pour pouvoir après essayer de trouver les bons leviers pour pouvoir le dépasser, quoi. Et il y a une actualité, c'est aussi tout ce qui fait l'intérêt de cette intervention, Clotilde. Le lundi 1er février, eh bien, on a eu les conclusions du Varenne de l'eau et qui ont été présentées par le Premier ministre. Et d'une certaine façon, une fenêtre est ouverte, peut-être tournée vers une expérimentation. Effectivement, donc, dans les conclusions du Varenne de l'eau, alors le Varenne de l'eau, c'est le Varenne agricole de l'eau qui était très axé quand même sur l'usage agricole de l'eau. Mais donc nous, on a énormément contribué au Varenne sur le volet agroalimentaire en poussant ce sujet de la reuse. Et donc, il y a dans le document de conclusion tout à fait. un paragraphe. Noir sur blanc. Voilà. Et donc, c'est noté, l'État s'engage à, et donc c'est le deuxième paragraphe en bas, lancer des expérimentations locales afin de mieux valoriser certaines ressources non conventionnelles, réutilisation d'eau usée par exemple, jusqu'alors non mobilisées, en particulier l'utilisation d'eau usée traitée aux usages dans les entreprises agroalimentaires. Un décret serait pris en ce sens. Et donc là, il s'agit d'un décret pour permettre justement cette expérimentation. Parce qu'en fait, ce que nous explique l'administration centrale quand on discute notamment avec la DGAL, c'est que le précédent décret dont je vous ai parlé, en fait, ils ne peuvent pas l'écrire parce qu'ils ont besoin de retour d'expérience. Sauf que les expérimentations ne sont pas permises. En fait, c'est un peu le cercle vicieux. Donc en fait, là, voilà, on est quand même plutôt satisfait. C'est une bonne nouvelle. On espère en tout cas que ça va permettre d'avancer. Parce que donc en fait, voilà, nous on travaille avec différentes entreprises agro. On a monté un petit groupe complètement informel, mais qu'on appelle le collectif Eau Propre. L'idée, c'est des industriels qui ont des projets de réutilisation. Donc, en fait, on a appelé ça eau propre en se disant, bon, on n'a pas le droit de dire eau potable, donc c'est de l'eau propre. Et donc, on voudrait vraiment que les choses avancent. Ça fait plus de 3 ans qu'on travaille sur le sujet et c'est vraiment petit pas par petit pas. Il faut lever énormément de freins. Et pour autant, c'est des choses qui existent à l'étranger. Exactement. On en avait parlé. Alors, Clotilde, avant de finir sur les propositions de la BEA, j'ouvre une parenthèse parce qu'on excuse à nouveau Thomas Ferron qui devait effectivement parler technologie, mais un message sur les technologies, c'est est-ce qu'elles sont prêtes ? Alors effectivement, en fait, ce sujet, c'est pas un sujet de blocage technologique. Toutes les technologies de traitement existent et on a des entreprises, par exemple tout à l'heure la Coperle va témoigner, qui en fait pour des raisons de normes de rejet extrêmement exigeantes en fait traitent déjà l'eau par ultrafiltration et même jusqu'à de l'osmose inverse, donc elles rejettent dans la rivière de l'eau pure parce qu'elles ont par ailleurs ils sont obligés de repuiser de l'eau sur le réseau alors qu'ils ont ce gisement d'eau complètement potable qu'on rejette dans la rivière. En termes de traitement technologique, on est c'est ça. Et Aquaprox qui devait témoigner, effectivement, a mis en place, par exemple en Belgique, des projets équivalents où l'eau est réutilisée. Alors, en l'occurrence, je crois que c'est un abattoir de volailles. Voilà, c'est ça. Ils ont donc la société Aquaprox E-Tech, qui est un équipement entier dans le traitement de l'eau.
a pu mettre en place donc en Belgique dans un abattoir de bovins un traitement donc qui va jusqu'à de l'osmose inverse, et cette eau-là est réutilisée en multi-usage dans l'abattoir. Donc c'est-à-dire qu'en France, le reuse existe déjà pour les utilités, par exemple dans les tours aéro-réfrigérantes, pour tout ce qui n'a pas de risque de contact alimentaire. Tout ça, c'est possible. En fait, nous, notre sujet, c'est pouvoir réutiliser cette eau en tant qu'eau potable ou en tant qu'eau de qualité à définir pour des usages en contact alimentaire. Et donc, en Belgique, ça se fait déjà. C'est utilisé en multi-usage et même, en fait, pour expliquer à quel point cette eau-là est consommable, il l'utilise comme eau ingrédient pour produire de la bière. Donc voilà, Thomas aurait dû apporter des exemples pour on a vraiment illustrer manqué quelque chose. Et montrer. mais donc c'est pour vous dire que en fait, ce sont des systèmes de traitement qui sont même plus poussés que dans une usine de production d'eau potable pour l'eau du robinet. Évacuons donc. Le sujet technologique des solutions existe. Et donc pour finir, Clotilde, quelles sont vos propositions? Prenons le Varenne de l'eau comme une bonne nouvelle. En tout cas, il y a une porte qui s'est ouverte. Je vous connais, Clotilde, vous avez mis le pied dans cette porte. C'est quoi votre proposition? Alors, nous, ce qu'on constate, c'est que les industriels, quand ils déposent un dossier, en fait, ce que je vous ai montré tout à l'heure, ça dépend de l'ARS, donc côté code de la santé publique, ça dépend des DREAL, côté code de l'environnement, ça dépend des DDPP, côté ministère de l'Agriculture. Parce que les blocages, ils sont quand même surtout pour les produits d'origine animale, donc usines de transformation du lait et de la viande, qui nécessitent un agrément sanitaire pour produire. Et donc, en fait, on constate que les administrations se renvoient la balle. Elles disent non, mais en fait, c'est pas vraiment à nous de prendre la responsabilité, c'est plutôt à l'autre, etc. Et au niveau national, c'est le même constat, et donc on est ballotté de rendez-vous en rendez-vous d'un ministère à un autre. En fait, ça nous use. Il y a un moment, on dit c'est bon. Donc en fait, ce qu'on propose, c'est qu'il y ait une instance interministérielle qui se mette en place, une sorte de guichet unique, en fait, pour très concrètement étudier les projets d'expérimentation déposés, en fait, en bonne intelligence, dans un cadre concerté, et pouvoir du coup en autoriser certains et dire voilà, nous on autorise à telle et telle condition, et ensuite on suit l'expérimentation, et le retour d'expérience qui seront du coup de plus en plus nombreux permettront derrière de nourrir un cadre réglementaire plus large qui ensuite pourra être déployé plus largement. Mais ce qu'on demande, c'est qu'en fait les entreprises qui sont prêtes à expérimenter puissent le faire, et que du coup l'administration se mette en ordre de marche plutôt que d'être un frein quelque part, qu'elle puisse être dans l'accompagnement des entreprises et dans l'effet levier en fait pour qu'on puisse avancer sur ce sujet. Qui a été faite, Clotilde, déjà des retours peut-être? Alors non, on a fait cette proposition avec l'ANIA, donc l'Association nationale des industries agroalimentaires, et avec la coopération agricole au niveau national et au niveau coopération agricole ouest. Donc au mois de janvier, en fait mi-janvier, on a envoyé un courrier aux différents ministres concernés. Donc on n'a pas de retour à jour, mais en tout cas on voit que déjà la demande que ça avance a été reprise dans les conclusions du Varenne, donc on se dit c'est un premier point, mais donc on espère que demain on puisse aller sur du concret. En fait, c'est pas le tout de l'avoir écrit dans un document, que ce soit pas un énième rapport sur une étagère, mais qu'on puisse derrière aller sur du concret demain. En tout cas, c'est une forte attente des industriels de la région Bretagne. Une actualité à suivre sans doute sur la prochaine mandature, évidemment, après la période électorale. Merci Clotilde pour cette intervention. Merci à vous. Le temps pour une question dans la salle. Est-ce qu'il y a une question sur ce sujet de la réutilisation des eaux non conventionnelles? N'hésitez pas à vous manifester, ou une question via le chat. Eh bien, si pas de questions, je vous remercie Clotilde pour cette intervention. Et désormais, oui, on peut l'applaudir.